Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Partons aujourd'hui à la découverte du Berry. Ce joli pays, niché au cœur de l'Hexagone, offre aux visiteurs un patrimoine d'une diversité exceptionnelle. Des petits villages pittoresques noyés dans la verdure, aux monuments majestueux chargés d'histoire, ce territoire séduira aussi bien les amoureux de la nature que les passionnés de culture. Notre escapade nous emmènera tout d'abord dans la fameuse cité médiévale de Bourges. Vous serez éblouis par sa magistrale cathédrale, mais aussi par ses marais fleuris qui s'étendent à perte de vue. À part les oiseaux, on n'entend qu'un bruit ici, Michel. C'est vrai, les marais conservent toujours aujourd'hui cette espèce de magie. Puis nous irons flâner à l'extrémité est du Cher. Nous découvrirons Apremont-sur-Allier, un joyau architectural berrichon, ou encore une huilerie du terroir qui cultive un savoir-faire traditionnel. Tu sens là l'odeur de pain grillé un peu? Ça sent super bon. Voilà. Hein. Je t'aide? Oui. Enfin, nous partirons à la conquête de l'Indre, où une écrivaine des plus renommées de France a laissé son empreinte. Puis, nous vous dévoilerons la merveille du département, le château de Valençay. Quel incroyable château! Oui, il est magistral. Hein. Toutes ces découvertes, nous les ferons en compagnie de personnages authentiques et chaleureux qui ont à cœur de vous montrer la richesse de leur région. Notre périple commence dans la capitale du Berry, Bourges. Ces charmantes rues pavées, bordées de maisons à pans de bois, en font l'une des cités médiévales les mieux conservées de France. Un trésor de patrimoine. Alain Ferrandon a eu un coup de foudre pour Bourges et a choisi d'y poser ses valises il y a 20 ans. Son amour pour cette ville d'adoption l'a même amené à diriger l'Office du tourisme pendant plus de 15 ans. Aujourd'hui encore, il apprécie d'arpenter les rues de Bourges pour en connaître chaque recoin et secret. Mais ce qui l'a toujours le plus impressionné, c'est la cathédrale. Et c'est en compagnie d'Olivier Nolot, professeur d'histoire, que nous allons revisiter ce chef-d'œuvre de l'architecture gothique. Je suis toujours aussi fasciné par cette cathédrale que j'ai découverte il y a une vingtaine d'années en arrivant à Bourges. Elle s'impose à moi et je me sens extrêmement petit face à ce monument prodigieux. Effectivement, vous avez devant vous la façade la plus grande de cathédrale gothique en Europe. Ah, quand même. La première particularité que vous voyez, ce sont d'abord les 5 portails. Vous êtes devant un édifice d'autorité, de pouvoir. C'est à la fin du XIIe siècle que l'archevêque de Bourges, Henri de Sully, ordonne de remplacer la cathédrale de l'époque, jugée trop modeste, par une œuvre monumentale dédiée à la gloire de l'Église. Mais ce symbole de puissance va aussi servir d'autres intérêts. Bourges était une ville royale dépendant du roi de France
Et l'archevêque de Bourges avait une autorité qui s'étendait sur des territoires qui n'appartiennent pas au roi de France. Et le roi va s'appuyer sur ce pouvoir important des archevêques pour pénétrer dans des régions qui leur échappaient. Pour rayonner au-delà de Bourges. Pour rayonner au-delà de Bourges, car le domaine royal, il est petit à l'époque, au XIIe siècle. Passer la porte de cette façade est une expérience unique. À l'intérieur se dévoile un espace majestueux. Des voûtes hautes de 37 mètres. C'est une des plus grandes, des plus hautes. Tout à fait, c'est une des plus hautes, c'est plus haut que Chartres, c'est plus haut que Notre-Dame de Paris. On peut être un peu fier alors là. Tout à fait. Et des vitraux d'une qualité rare diffusent un halo coloré. D'ordinaire, dans les cathédrales, la nef principale est traversée par une autre transversale, appelée transept. Mais ici, il existe une particularité. Moi, ce qui m'a fasciné quand je suis arrivé il y a 20 ans, c'est son absence de transept. Alors effectivement, des grandes cathédrales, c'est la seule qui n'ait pas de transept. Un transept dans la plupart des églises, c'est ce qui donne la forme de la croix. En effet, l'architecte qui a conçu cet édifice connaissait très bien l'art de l'Antiquité, mais en même temps, c'est un novateur. Donc c'est ce mélange, cette articulation entre ce qui est ancien, antique et nouveau qui caractérise la cathédrale de Bourges. Et on ne connaît pas son nom. Et voilà, c'est le fameux maître de Bourges. On cherche partout quel est ce génie. Nombre d'historiens ont espéré décrocher la timbale en démasquant l'identité de cet architecte. Mais jusqu'ici, les recherches n'ont jamais rien donné. Le nom de ce bâtisseur a disparu avec les archives. Et en quoi cette cathédrale est innovante? Eh bien, prenons l'image de poupées russes, qui sont emboîtées. Oui, c'est un peu étonnant, mais je pense que ça vous permettra de comprendre. Voilà. D'accord. Les 3 poupées russes, elles ont chacune leur individualité. Et on aperçoit que la grande. Et là. on aperçoit que la grande. C'est ça qui est Alors, intéressant. ici, vous êtes dans une nef plutôt sombre. Là, une deuxième nef plus haute. Et enfin, la grande nef, beaucoup plus lumineuse. Ça veut dire qu'on passe de l'ombre à la lumière, c'est ça ? et que les 3 poupées russes, on peut les voir en même temps. Ces nefs imposantes, Alain en connaît chaque recoin. Mais il reste un lieu secret caché dans les hauteurs de la cathédrale, dans lequel il rêve de pénétrer. Olivier lui fait cette faveur exceptionnelle. Waouh. Car cette pièce est habituellement fermée au public. Ah là là, ça valait le coup de monter quelques centaines de marches là. C'est la plus grande charpente. C'est une des plus grande belles charpentes de France du XIIIe siècle, qui est au-dessus de la cathédrale de Pise. Ah oui, on aperçoit les voûtes. Donc on est à 40 mètres au niveau du sol. Au-dessus, tout à l'heure. Il a fallu plus de 1200 chênes pour construire cette charpente en un temps record. 10 mois seulement. Cette réalisation, elle a été rationalisée et pensée. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il a fallu faire pousser les arbres pour qu'ils obtiennent une forme que l'on voulait, à peu près 14 mètres de haut. Il y a eu 21 campagnes d'abattage, donc il a fallu faire du stockage pour monter cette magnifique forêt que vous avez sous les yeux. Lorsque vous viendrez visiter cette cathédrale impressionnante, suivez les conseils d'Alain et poursuivez votre balade à quelques mètres de ce parvis. Vous y trouverez les marais de Bourges, un écrin de nature qui vous plongera dans un dépaysement total. Ce petit coin de paradis s'étend sur 135 hectares et représente le poumon vert de la ville. Alain a l'habitude d'y retrouver son ami Michel Melin. Ah, salut Alain. Qui connaît les méandres de ces marais mieux que personne. Vas-y, installe-toi. Ça bouge, mais c'est normal. D'accord. Il n'y a pas de problème. Et là, on est parti. Président d'une association de préservation des marais, Michel sillonne quotidiennement ces canaux. c'est un hibiscus là à droite, Michel? C'est un hibiscus, oui, à droite. Un très beau marais, là. Joli petit marais. Oui, il est beau, hein. Franchement. Ouais. Ah, il y a de belles choses dans les marais. Hein. Très belles choses. Oui, c'est vraiment paisible. À part les oiseaux, on n'entend qu'un bruit ici, Michel. Et oui, c'est vrai. Les marais conservent toujours aujourd'hui cette espèce de magie. Et c'est un endroit qui est tout à fait reposant et unique, hein, que les gens apprécient beaucoup, quoi. Alors, ça fait combien de temps que tu viens dans les marais, toi?
Oh ben je suis dans les marais moi depuis tout petit. C'est d'ailleurs ici, là un peu plus bas, que j'ai appris à nager. Ah bon? Ah oui, oui, absolument. Parce qu'à l'époque, avant qu'on construise les piscines, eh ben, les gens, il y avait très peu de gens qui savaient nager et on apprenait à nager dans les marais. Voilà, D'accord. C'était un peu rigolo à l'époque. Aujourd'hui, ces marais sont morcelés en 1500 parcelles. Les citadins, très attachés à cet Éden, viennent s'y ressourcer en cultivant leur potager. Bon, dis-moi Michel, ces marais, ils ont toujours existé? Ben, en fait, oui, si tu veux, ils ont toujours existé. À l'époque gauloise, romaine, la ville de Bourges était entourée de marécages, c'était la défense naturelle. Ah d'accord. Et César raconte dans la guerre des Gaules, à l'époque de sa conquête de la Gaule, que ces légions s'étaient enlisées dans des marécages qui entouraient la ville, qui étaient nauséabonds, peuplés de bêtes, dit-il, avec tout ce qui en découle, c'est-à-dire les maladies, la malaria, des tas de choses comme ça. Malgré ces marécages, Jules César parvient finalement à envahir Bourges en 58 avant Jésus-Christ. Il faudra attendre plusieurs siècles pour que ces eaux boueuses deviennent ces marais. Et à partir de quand on passe des marécages aux marais? Ben, écoute, c'est entre le XIIe et le XIVe siècle où les religieux ont commencé à assainir les marais. Ils ont désenvasé l'ensemble des canaux, ils en ont fait des lieux avec des parcelles cultivables. Et dessus, ils avaient installé donc des familles qui leur payaient évidemment l'impôt et des familles en fait qui travaillaient aussi pour les communautés religieuses à l'époque. Au fil des ans, les parcelles se sont développées. Les familles des marais de Bourges auraient même tenu un rôle majeur dans l'histoire de France. J'ai aussi entendu dire que les revenus des marais avaient servi à financer les campagnes militaires de Louis XIII. C'est vrai Oui, ça? oui, tout à fait. Fin XVIe, Louis XIII avait besoin de beaucoup d'argent, donc il avait intérêt à installer beaucoup de monde puisqu'il prélevait l'impôt. Et donc c'est grâce aux marais de Bourges qu'ont été financées ces campagnes. Aujourd'hui, les légumes poussent dans les marais pour le simple plaisir des habitants. Michel tient à nous présenter Régine, membre de son association. Chaque matin, elle vient sur sa parcelle s'occuper de son potager. Alors là, on est au cœur des marais de Bourges. Et Ah, vous tout avez à un magnifique fait. jardin ici. Oui, oui. En fait, ça a été une envie à la retraite. Et je suis comme tous les gens qui sont d'ici, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout professionnel. C'est le plaisir de voir pousser les choses. Et quel est le grand intérêt d'être au cœur des marais pour cultiver un jardin? Au cœur des marais, c'est-à-dire c'est respecter le marais, c'est-à-dire vivre un peu comme faisaient les anciens. Par exemple, tirer la vase pour pouvoir le mettre sur la terre et ça permet de donner de l'engrais naturel. Donc il y a une vraie organisation du jardin dans ces marais. Organisation et respect aussi de la nature. Et vous cultivez quoi alors? Je vais vous montrer un petit trésor. Moi, mon truc à moi, c'est le légume ancien. Et de préférence, le légume du Berry. Alors, j'ai trouvé la sucrine du Berry, mais j'ai trouvé quelque chose, c'est le haricot barangeonnier. C'est une variété ancienne qui a été complètement oubliée. J'en ai récupéré par un monsieur qui l'a eu lui-même d'un vieux monsieur de 80 ans, qui l'a eu de je sais pas qui. Et regardez, je l'ai dans ma poche. Oui, c'est un vrai haricot rouge. Oui, c'est un haricot que l'on trouve dans la vallée du Barangeon. Le Barangeon est un affluent de l'Yèvre, la rivière qui traverse la ville de Bourges et se déverse dans les marais. Le haricot barangeonnier est donc un pur produit berrichon. Régine va devoir user de patience, car ces haricots à peine plantés n'ont pas encore bourgeonné. Et alors Régine, vous les avez déjà cuisinés? Mais non, Non? c'est ça la surprise. Ah oui, d'accord. C'est bien mieux quand c'est comme ça. Et du coup, ça me donne envie et je surveille. Je me dis vivement que j'en ai. Vous avez déjà prévu une recette? Oh bah oui, hein, avec une bonne saucisse, c'est toujours très très bon. C'est sur cette note gustative que nous allons continuer notre visite vers d'autres saveurs tout aussi atypiques. Un restaurant réputé pour son cadre exceptionnel, mais dans lequel Alain n'a jamais eu la chance de manger. C'est Pascal Chaupitre, le chef étoilé de Bourges, qui le reçoit. Voilà ce lieu. Ah oui, là je comprends Pascal, là je comprends pourquoi tout le monde en parle et pourquoi tout le monde trouve ça unique. Et oui. C'est On ne peut que unique. saisi par les lieux. unique. Donc à savoir que c'est une abbaye qui date du 8e, Ah oui, quand même. qui a été maintes fois détruite et qui a été reconstruite au 17e. Ça provoque beaucoup d'émotions en tout cas.
Mais je le comprends, mais j'ai la même émotion tous les matins quand je viens travailler ici. Et en matière de gastronomie, le Berry offre des recettes quelque peu surprenantes. Donc là, je vais proposer la fameuse recette de l'œuf en couille d'âne. Ah, c'est élégant comme formule. C'est très élégant, ce n'est pas moi qui l'ai. Mais c'est bon, j'espère. Mais c'est très bon, c'est vrai que c'est une recette traditionnelle qui traverse les époques. Et en fait, la couille d'âne est une variété d'échalotes que l'on trouvait dans le Berry. Ah, je suis rassuré. Bon, tant mieux. Première étape, les œufs. Alors, très important pour pocher. Des œufs frais. Tu vas essayer? J'écoute les œufs, moi, parce que c'est une habitude d'enfant. Ouais. On massait des œufs partout dans la ferme. En fait, il fallait absolument faire ça pour Ouais. écouter s'il n'y avait pas un petit poussin à l'intérieur. Pas de poussin à signaler ici. Reste à glisser les œufs dans un vin chaud aromatisé aux herbes et les laisser frémir 4 minutes. Oui, il a disparu, là. Ouais, mais C'est normal. on va le retrouver. Voilà, donc là, on va les sortir. Superbe. Voilà. Et voilà, Donc maintenant, on va confectionner la sauce et ciseler la fameuse échalote. en forme de couille d'âne. Il faut le dire un jour, voilà, c'est ça. Comme c'est quand même la vedette du plat, on la laissera dans la sauce. Je trouve que c'est tellement plus agréable de croquer un petit peu l'échalote comme ça. Voilà, ça commence à chanter. Une fois le vin rouge versé sur les échalotes, le tout est mélangé à du bouillon de volaille. Alors ensuite, Les petits légumes des voilà, marais. les petits légumes des marais. Alors donc là, on a fait un petit mélange de farine à tempura pour faire des beignets de légumes. Ça cuit à peine le légume et ça le concentre, ça le sucre un peu. C'est l'heure de dresser et de mélanger les textures et les couleurs. Mais tu es gourmand de sauce, Alain. J'aime bien, voilà. J'aime bien les sauces. Ça me rappelle quand, dans les campagnes, les personnes, après avoir mangé leur soupe, versaient du vin dans leur assiette pour faire chabot. Pour faire chabot. Voilà. Et voilà l'œuf. Eh ben, c'est très appétissant. Franchement, c'est... C'est pas mal, hein. on va le dire. Alors, Ah oui, c'est délicieux. c'est vrai. C'est délicieux. Tout y est là. Mais je On pense. sent l'échalote, le côté sucré, l'œuf. Mais il va terminer avant moi. Moi, j'aime bien, c'est l'acidité. Ouais. C'est un classique, hein. Oui, mais au top du classique quand même, très amélioré. C'est ici que nous quittons Alain pour poursuivre notre voyage berrichon à l'est du Cher, à la frontière de la Bourgogne. Traversé par la Loire et l'Allier, ce pays aux 1000 plaines est jalonné de bocages, de petits villages charmeurs et de cours d'eau sinueux. Cette contrée verdoyante et bucolique est le domaine de Nicolas. Son métier de directeur d'office du tourisme le conduit à explorer ces terres qu'il aime tant. Et selon lui, l'un des trésors du Cher à ne pas rater, c'est Apremont-sur-Allier. Ce village pittoresque, niché au bord de l'Allier, va nous permettre de remonter le temps. Louise Hurstel est naturellement très attachée à ce hameau, puisque sa famille y vit depuis plusieurs générations. C'est un village pour lequel j'ai un gros coup de cœur et on a vraiment envie de déambuler dans ce village et de tomber amoureux. Il y a aussi un aspect vraiment qui me plaît énormément ici à Apremont-sur-Allier, c'est l'unité architecturale. Et c'est grâce à ton ancêtre. Oui, en fait, tout à fait. C'est grâce à mon arrière-arrière-grand-père, Eugène Schneider, qui arrive à Apremont par son mariage avec la propriétaire du château, qui était Antoinette de Saint-Sauveur, et tombe littéralement amoureux de l'endroit. Donc il décide de racheter les maisons du village, tout ce qu'il peut racheter, il rachète, et il va vouloir lui redonner son aspect médiéval, qu'il a perdu au fur et à mesure des siècles. Et donc tout ce qui n'est pas en harmonie, il va l'enlever et il va modifier les maisons et les améliorer pour qu'elles retrouvent en fait le visage qu'elles avaient au Moyen-Âge. Pour que Nicolas comprenne bien le style architectural médiéval berrichon, Louise l'emmène devant une maison typique du village. Et on retrouve ces codes qu'on voit sur les maisons médiévales de cette période et dans cette région, en l'occurrence des petits escaliers extérieurs, des toits en tuiles du pays. On a aussi des fenêtres très sculptées, faites dans la pierre d'Apremont, qui était une pierre friable très propice à la sculpture. Et ce que je retiens aussi, c'est que vraiment Apremont-sur-Allier, c'est le fruit d'une belle histoire d'amour en fait. Oui, déjà c'est l'histoire d'amour entre un homme et sa femme, et puis c'est l'histoire d'amour entre un homme et une région. Mais l'histoire familiale de Louise ne s'arrête pas là. Elle continue sa trajectoire dans le parc floral d'Apremont.
Dans ce jardin magique de 5 hectares, se mêlent couleurs éclatantes et parfums fleuris. Ici, les cascades chantantes côtoient de charmantes petites maisons et soufflent un vent d'exotisme. Je me rappelle encore la première fois où je suis venu ici, j'ai été bluffé en fait par la pelouse qui est très très verte et qui est parfaitement coupée au cordeau. Et je trouve que ça concurrence vraiment les pelouses anglaises. Oui, c'était un petit peu l'idée de mon oncle, de mon grand-oncle quand il a créé le parc dans les années 70, puisqu'il s'est beaucoup inspiré des jardins anglais. L'objectif, c'était d'apporter de la vie dans le village, qui déjà, il y a 50 ans, subissait l'exode. En fait, les gens allaient vers la ville, le café fermé, l'école fermée. Et donc il s'est dit comment contrer ce qui se passe. Et il a eu l'idée de faire ce jardin et d'y intégrer une partie du village. Donc là où on se trouve, il y avait une route communale qui passait juste devant les maisons. Il y avait juste une place de village où il y a les 4 tilleuls qu'on peut encore admirer aujourd'hui. Et sinon, il n'y avait rien d'autre. Après des travaux titanesques, le parc ouvre ses portes en 1976 et dévoile une incroyable kyrielle de plantes. Plus de 1500 espèces sont exposées, dont certaines, extrêmement rares, viennent de l'autre bout de la planète. Le souhait de l'oncle de Louise, Gilles Brissac, de voir son village reprendre vie, se réalise. 30 000 visiteurs viennent s'y promener chaque année. Donc c'est une passion qui passe de génération en génération. Voilà, on pourrait dire ça. Le château d'Apremont, qui domine le village et les forêts avoisinantes, s'est transmis dans la famille de Louise au fil des années. Ces vieilles pierres ont traversé les époques pour assister aux événements les plus sombres de notre histoire. Louise, donc, durant la Seconde Guerre mondiale, Apremont a eu la particularité d'être à la limite entre la zone libre et la zone occupée par les Allemands. Est-ce que ce lieu a vraiment été un lieu clé durant ce conflit? Oui, Apremont, effectivement, la ligne de démarcation passait à 2 km d'ici dans les bois. Donc en fait, le domaine d'Apremont était vraiment coupé en deux et le château et le village étaient en zone occupée. Et donc sa position lui a conféré un vrai rôle puisque beaucoup de juifs et de résistants sont passés par Apremont pour transiter en zone libre. Durant le conflit, le château d'Apremont-sur-Allier a été investi par les Allemands. Oui, le château d'Apremont a servi d'hébergement non seulement à des officiers, mais aussi à des douaniers allemands qui dormaient dans les chambres avec leurs chiens, qui organisaient des grandes fêtes de beuveries, de chants à la gloire d'Hitler. Et on raconte que mes arrière-grands-parents ont vu le drapeau, la croix gammée, plaqué sur le tableau des ancêtres dans la grande salle à manger. Et effectivement, je pense que ça a dû quand même être une période assez marquante pour eux, ainsi que pour d'ailleurs tous les habitants d'Apremont. Notre visite du Cher avec Nicolas se poursuit à 40 km à l'ouest d'Apremont, à Dun-sur-Auron, un petit village au cœur de la Champagne berrichonne. Ces remparts du XIIIe siècle, classés monument historique, abritent une perle de la gastronomie française, l'huile de noix. Et c'est Ondine qui va guider Nicolas dans cette nouvelle odyssée culinaire. Salut Ondine. Salut Nicolas. C'est une spécialité de la région, alors si j'ai bien compris, hein, c'est ça? Oui, exactement, ça a toujours été. Il y a énormément de noyers dans la région. Dun était d'ailleurs la capitale de la noix gastronomique en Berry. Et jusqu'à il y a à peu près 70 ans, il y avait une huilerie par chaque village dans le Cher. Et aujourd'hui, on n'est plus que 2 dans le département à fabriquer de l'huile de noix de façon traditionnelle. D'accord. Et quel type de noix sont utilisées ici? Alors ici, ce sont des noix sauvages, les noix qui ont été ramassées au gré des balades ou dans les jardins des particuliers. Ils nous les apportent, ce sont des noix qui sont gorgées d'arômes et ensuite, nous, on les transforme en huile. Ah, ça paraît super gourmand tout ça, hein? Ça l'est. Tu veux jeter un petit coup d'œil à la machine? Ah ouais, je veux bien, ouais. L'occasion de rencontrer Sébastien, pour qui les rouages de cette machinerie n'ont plus de secret. L'atelier date de 1929, donc on a conservé la tradition. Ça fait quasiment 100 ans que cette meule est là alors, c'est ça? C'est ça, 90 ans. Ça veut dire que rien n'a changé ici finalement alors, c'est Exactement. ça? Ah ouais. Sauf le bonhomme. D'accord. Voilà. Je pourrais mettre la main à la pâte, non? Enfin, je pourrais donner un petit coup de main si tu veux. Je crois pas que t'allais rien faire quand même. Je te suis Allez, alors. vas-y. Tu prends la manette et tu la pousses vers le mur. D'accord. Comme ça, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah bah c'est parfait. Et c'est parti. Ah ouais. Et les 800 kg de la meule vont faire leur effet. Donc en fait, la noix va être broyée alors, c'est ça? Exactement, l'idée c'est de retrouver une pâte. C'est une belle, Impressionnant. très impressionnant. C'est vraiment
la tradition en fait qu'on recherche. Dans des usines actuelles, ils utilisent des concasseurs, mais ça broie la noix de façon un peu plus grossière. Il faut aller vite. Que nous, on prend le temps, voilà, pour bien dégager les arômes après de Donc en fait, faire de la bonne huile, c'est aussi l'éloge de la patience, alors c'est ça? Exactement, il faut du temps. Une fois moulues, les noix sont torréfiées à 70 degrés pendant 40 minutes. Donc là, pour nous, c'est une étape très importante en fait, la torréfaction. C'est là qu'on va dégager tous les arômes de l'huile en fait. On sait au nez et à l'œil quand c'est prêt. Donc plus on va chauffer, plus l'huile sera forte. Donc, tu sens là l'odeur de pain grillé un peu. Ça sent super bon. Voilà. Hein. Je t'aide? Oui. Dernière étape, le pressoir. Donc voilà nos 30 kg de pâtes. Ouais, et après en termes de rendement, ça représente quoi au total donc? Alors donc 50%. Donc pour 2 kg de cerneau, on aura 1 litre d'huile de noix. Ça va s'écraser pour extraire l'huile. Ça va aller très vite là. Oui, donc la presse descend petit à petit alors, c'est ça? T'es sûr que c'est la presse qui descend? Ah non, en fait, non, c'est ça, c'est dans l'autre sens. C'est la cuve qui monte. C'est la cuve qui monte, d'accord. Ah, c'est magique. Tu veux y goûter? Ah bah bien sûr, ouais, j'en meurs d'envie, ouais. Ah ouais, en plus elle est chaude. Elle est chaude, elle est légèrement tiède. Tu retrouves ce côté de pain grillé un peu? Ah ouais, vraiment, ah oui, on sent. Même dans l'odeur qui ressort de l'extraction, ça se sent. Et au goût, c'est encore plus fort, je trouve. Ah, c'est vraiment bluffant. Hein. Voilà. Nous quittons Dain-sur-Auron et ses noyers pour nous diriger à l'est, dans les environs de la ville de Bèf. Cette terre est traversée par un ravissant enchevêtrement de canaux. Le plus célèbre d'entre eux, le canal latéral à la Loire, est creusé en 1838. Il devient rapidement un axe clé pour relier le centre de la France à la capitale. Derrière l'histoire de la construction de ce canal s'en cache une autre, celle de l'industrialisation de Bèf. Cette page d'histoire, Nicolas souhaite nous la faire partager, et c'est grâce à Sylvie Fougeret, spécialiste du patrimoine industriel du Cher, que nous allons nous projeter 200 ans en arrière. Au XIXe siècle, en pleine révolution industrielle, Paris avait de forts besoins, donc c'est pour ça que le canal que l'on longe a été construit pour alimenter en matière première donc la capitale, avec du charbon, du fer et plein d'autres matériaux. C'est ça. À partir des constructions du canal latéral à la Loire, tu vas avoir des ingénieurs qui vont venir faire des prélèvements tout autour pour en fait connaître la teneur des matériaux. On va découvrir que c'est un endroit propice à la fabrication de la chaux hydraulique. La chaux hydraulique, fabriquée pour la première fois à la fin du XVIIIe siècle, est un matériau à base de calcaire argileux. Les pierres à chaux, extraites des carrières, doivent être calcinées pour être transformées en une poudre aux propriétés étonnantes. Elle se solidifie au contact de l'eau. La chaux hydraulique a révolutionné la construction en France et dans le monde, car elle a permis des structures résistantes à l'eau, telles que des piliers de pont. Les besoins en chaux sont considérables pendant l'ère industrielle, et cette production transforme Bèf et ses environs en profondeur. Et sur 35 km entre cette partie haute et basse du canal, tu vas avoir 25 usines de production de la chaux avec 12% de la production nationale brute. Ah, donc c'est vraiment proprement gigantesque à l'époque. Hein. Tout à fait. Et le pont Alexandre III a été érigé grâce à cette chaux hydraulique qui provient de Bèf. Absolument, ça on en est sûr. Hein. Les piliers ont été scellés avec de la chaux de Bèf. En revanche, il y a une petite rumeur autour de la tour Eiffel, comme quoi les piliers de soubassement auraient été également fabriqués, montés grâce à la chaux hydraulique de Bèf. Donc Gustave Eiffel doit vraiment une fière chandelle à Bèf, si j'ai bien compris. C'est ça, absolument. Pour continuer notre plongée dans l'ère industrielle berrichonne, Sylvie nous mène à 2 pas du canal, dans l'ancienne usine Chabrol, la seule dont les vestiges ont été réhabilités. Voilà, c'est
se trouve dans la halle d'extinction de l'usine de fabrication de la chaux qui date de 1900. Et ce que je trouve particulièrement remarquable, en fait, c'est cette forme d'élégance industrielle. J'ai même l'impression, encore en déambulant avec toi, d'entendre les ouvriers travailler comme ils le faisaient à l'époque. Ouais, c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir effectivement quand on rentre ici. Et il faut imaginer que tu as 280 ouvriers sur le site et sur l'ensemble du bassin, ça faisait 5000 ouvriers à peu près, plus toute la vie économique autour, que ce soit les petits commerçants, les petits artisans qui pouvaient vivre avec les canaux et avec les usines. Tout ça, c'est des milliers de personnes qui vivent sur le territoire. Pour mieux comprendre le quotidien des travailleurs de l'époque, notre visite s'achève au cœur de l'usine, dans les fourneaux. Ouais, impressionnant, hein. Et là, tu t'imagines que tu as une charge de charbon embrasé, de pierre de chaux, et que tout ça c'est au-dessus de toi, et que régulièrement on va ouvrir les trappes, ça tombe dans le wagonnet, et là tu vois, tu as encore la trace des rails par terre, et donc une fois que ton wagonnet est plein, hop, ils vont emmener la chaux jusque dans la halle d'extinction. Et là, ça va se transformer en poudre. Donc les conditions de travail devaient être extrêmement pénibles pour tous les ouvriers. Tout à fait, tout à fait. Tu as des problèmes de maladies respiratoires. Et les accidents, évidemment, s'ils tombent sur la chaux vive, parce que c'est extrêmement abrasif, 12-14 heures par jour, 6 jours par semaine. Et le dimanche, ils vont se bagarrer à Marseille-les-Aubigny, entre mariniers et chauffourniers, on se cassagne au bal du dimanche. Voilà. Et c'est comme ça que se conclut leur journée. La dernière étape de notre voyage dans le Berry nous emmène maintenant dans l'Indre. Ces grandes étendues paisibles offrent aux amoureux de nature et de patrimoine un riche éventail de découvertes. Née sur ces terres, Dorothée Menu y est intimement liée depuis toujours. Après un passage à Paris de plusieurs années, elle décide de retourner dans le pays de son enfance pour tenir des gîtes. Elle souhaite nous faire découvrir Nohant, un petit village qui abrite la maison d'une auteure majeure du début du XXe siècle, George Sand. Ce domaine, entouré de jardins et parfaitement préservé, Annick Dussault le connaît sur le bout des doigts, puisqu'elle en a dirigé le musée. C'est un domaine qui est particulier pour moi parce que ma mère me lisait La Petite Fadette quand j'étais petite et les contes de sorcières du Berry. Oui, c'est vrai que c'est un personnage un peu incontournable chez nous en Berry. Pour George Sand, vraiment, cette région, c'était quelque chose de très important. Elle s'est vraiment inspirée de toute cette nature, ces paysages pour écrire. Et puis elle a été élevée par sa grand-mère, je crois. Oui, elle arrive un peu par hasard en fait en Berry, puisque en fait son père a fait une chute de cheval mortelle et donc elle va se retrouver ici avec sa grand-mère. Et elle était élevée un peu de manière duale entre les enfants de la campagne et cette grand-mère un peu très cultivée. Oui, c'est vrai que sa grand-mère lui donne une éducation de jeune fille de bonne famille, très aisée. Et puis à côté, elle a comme compagnon les enfants des domestiques, des petits paysans là, qui vivent autour. Donc j'allais dire petit à petit, elle engrange des manières de vivre. Et tout ça, toutes ces observations vont ensuite lui servir pour écrire ses romans. Et puis il me semble qu'elle avait un précepteur qui l'a laissé monter à cheval à Califourchon. Alors ça me touche particulièrement parce que moi je suis cavalière de famille de cavaliers. Et c'était assez impensable à l'époque. Oui. D'habitude, on apprenait aux jeunes filles à monter en Amazone. Voilà. Mais là, on se rend compte très vite que c'est beaucoup plus pratique de monter en pantalon et à califourchon. Ça fait plusieurs choses qui font d'elle une future George Sand. Oui, une femme quand même très particulière, très libre. C'est dans cette maison d'enfance que va se jouer les premières heures de la vie d'adulte de celle qui n'est encore qu'Aurore Dupin. La future George Sand s'y installe avec son mari Casimir Dudevant en 1822. C'est ici, dans ce bureau modeste, que naîtra un personnage étonnant. Est-ce que quand elle écrit ici, elle s'appelle déjà George Sand ? Alors elle est au tournant de sa vie, c'est le moment où va naître justement ce pseudonyme de George Sand.
Il faut dire qu'en fait, elle a rencontré un jeune homme qui s'appelle Jules Sandeau. Et avec Sandeau, elle va écrire d'abord un premier roman, Rose et Blanche. Donc là, ils vont le signer J. Sand, donc la contraction de Sandeau. Et puis, elle va continuer à écrire dans ce petit boudoir, mais elle va se demander comment signer. Donc, elle va choisir de garder Sand, mais elle va accoler le prénom de Georges. Pour se démarquer de Jules. Elle écrit toute seule et elle se démarque de Jules. Et alors, pourquoi devenir un homme pour écrire à cette époque ? Oui, parce qu'à l'époque, c'est quasiment impensable pour une femme d'écrire, hein. Les premiers temps, effectivement, elle trompe tout le monde littéraire. Et une fois, j'allais dire que George Sand est reconnu, hein, elle dit elle-même, c'est un bon gaillard. C'est le prénom de mon arrière-grand-père, Georges. Voilà, alors est-ce que c'était un prénom usuel en Berry? Peut-être, à cette époque-là. À mesure que le succès de George Sand grandit, son mariage se dégrade. Une fois la séparation consommée en 1836, l'écrivaine s'entoure du gratin culturel de l'époque. Et ce petit monde est régulièrement reçu dans ce salon. Elle a quasiment reçu tous les grands artistes de son temps ici. On pense effectivement à Chopin, avec lequel elle a vécu quasiment 9 ans, mais aussi Delacroix, Flaubert, Tourguenieff, donc Balzac. Un petit déjeuner avec Chopin et Balzac, et c'est fou. Oui, il y avait une grande liberté pour les gens, les invités ici. On se retrouvait pour manger. Et puis le soir, en général, George Sand devait venir avec le dernier chapitre qu'elle avait écrit la nuit précédente. Et puis, elle leur lisait. Il faut s'imaginer, je ne sais pas, Delacroix en train de crayonner quelque chose. Chopin, peut-être, qui pouvait se mettre au piano. Et soit il improvisait, parce qu'il paraît qu'il était très drôle, qu'il pouvait mimer aussi des personnages tout en jouant du piano. Ou bien il faisait part lui aussi de ses dernières compositions. Nous laissons Nohant et ses célèbres artistes, car l'Indre regorge de merveilles. L'une d'entre elles se trouve à quelques kilomètres, sur un plateau dominant la Creuse. Il s'agit d'Argentomagus, un vaste site archéologique gallo-romain qui s'étend sur 70 hectares. Ces vestiges exceptionnels n'ont pas fini de révéler tous leurs secrets et font toujours l'objet de fouilles. Dorothée redécouvre cette cité antique avec plaisir, en compagnie de Philippe Riffaut, le directeur du site. Bonjour Dorothée. Je me souvenais pas que c'était si grand, Argentomagus. Oui, c'est un site très important. Oh, viens, t'as pas tout vu, je t'emmène. Difficile de se le représenter aujourd'hui, mais ce domaine était à l'époque une énorme agglomération. Grâce à ces ruines si bien préservées, les chercheurs ont pu reconstituer précisément l'urbanisme de cette cité. La première perle de ces lieux, c'est la fontaine monumentale du IIe siècle. Monumentale, pourquoi? Parce qu'elle est composée d'une paire de gradins singulières en fait, qui font que cette fontaine est un cas un peu unique en Gaule romaine. Si on dit gradin, est-ce qu'il y avait des gens qui venaient s'asseoir dessus? Oui, très probablement. C'était sans doute un espace où l'on pouvait débattre des affaires de la ville, de la cité. On puise l'eau et puis on discute. Un peu comme au marché aujourd'hui. Oui, c'est un peu les marchés de campagne, on en vient discuter. Et tout le monde avait le droit de venir ici, oui. Les hommes, les femmes, les Gaulois, les Romains. À cette époque, on est là, 1er, 2e siècle, les Gaulois et les Romains vivent très bien ensemble. La conquête s'est faite par les armes, mais avec le temps, le système que les Romains ont mis en place a permis aux populations dites indigènes de participer à leur destinée. Le clou de la visite se trouve à quelques mètres de là. Un théâtre gigantesque, capable d'accueillir l'importante population de cette métropole antique. Il est très très impressionnant ce théâtre antique. C'est vraiment un lieu exceptionnel. Oui, c'est un édifice qui contenait jusqu'à 5000 spectateurs et qui est de toute évidence un symbole de richesse. Et alors, est-ce qu'on s'installait à sa guise? Est-ce qu'il y avait des ouvreuses?
Non, il n'y avait pas des ouvreuses. Malgré tout, il y avait des règles. Il y avait sur la droite la place réservée aux prêtres qui présidaient aux jeux scéniques, car ces jeux se déroulaient dans le cadre de manifestations religieuses. Il y avait les notables qui s'installaient sur les gradins, et puis le reste de la population qui s'installait dans le théâtre, les esclaves d'ailleurs pouvant eux aussi assister aux jeux scéniques. Et qu'est-ce qu'on jouait ici? Quel genre de spectacle? C'était léger, c'était drôle. C'était une manière d'ailleurs de niveler les différences sociales. On se moquait parfois, et cela pouvait satisfaire aussi la population modeste qui, par procuration, tâtelait un peu les classes dirigeantes. Un peu de sarcasme. Oui. On avait le droit. On avait le droit, effectivement. C'est drôle de voir cette idée associée à un lieu aussi solennel. Je crois que maintenant je vais pouvoir fouiller. Oui, effectivement. Si tu le souhaites, tu vas pouvoir tâter de la truelle, comme on le dit, entre archéologues. Et me prendre pour Indiana Jones. Absolument, je t'emmène sur le site, on y va. Il est temps pour Dorothée de rejoindre Simon Giron, archéologue, occupé à faire parler ces pierres millénaires. Bonjour Simon. Bonjour. Ça se passe bien? Qu'est-ce que tu fouilles? Je fouille l'extérieur d'un édifice religieux de l'époque romaine, un temple. On se situe là vraisemblablement sans doute entre la fin du 3e, début du 4e siècle de notre ère. Est-ce que moi aussi je peux faire un petit peu l'archéologue? Est-ce que tu peux me montrer? Je voudrais pas détruire quelque chose, mais j'aimerais bien... Justement, je te propose de prendre les outils adéquats. Vas-y, tu peux y aller parce qu'il y a des choses assez intéressantes que j'ai envie de voir. N'hésite pas à le dégager un petit peu, il n'y a pas de souci. Et donc là, tu vois, on voit une épaisseur de mortier assez importante, une couche plus fine, plus blanche, et par-dessus, une petite peinture rouge. C'est les vestiges de l'enduit mural du mur contre lequel tu es appuyé ici. Et ce qui est intéressant, vu qu'on est dans un temple, c'est qu'on peut trouver des graffitis faits dessus. Du coup, je n'ose pas trop continuer parce que comme je ne suis pas experte, je ne voudrais pas abîmer les graffitis. C'est un comble de ne pas abîmer les graffitis. Exactement. Et vous avez trouvé des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas? Justement, on a notamment ici 2 fragments d'une même statuette qui recollent ensemble. C'est une figure un peu classique qui est représentée ici. C'est le genre d'objet qu'on retrouve fréquemment dans divers contextes, que ce soit un habitat, une tombe. Là, on l'a retrouvé au plus proche de la divinité. Donc, une des hypothèses d'interprétation pour cet objet, c'est qu'on l'a offert à la divinité. Et ensuite, on a retrouvé ce petit objet-là, qui est là bassement matériel puisqu'il s'agit d'un cure-oreille. Un coton-tige? Le coton-tige de l'époque, exactement. Qu'est-ce qu'un coton-tige fait dans un temple? Et là est toute la question. Mais visiblement, on n'hésitait pas à donner à la divinité des objets même les plus simples et les plus banals. C'est quand même fou de se dire qu'on fouille un mur avec des petits morceaux qui ont été fabriqués par nos ancêtres il y a 2000 ans. Je te remercie beaucoup. Pour couronner notre visite dans l'Indre, nous vous emmenons dans un lieu unique, le château de Valençay, situé aux abords de la rivière du Naon. Construit au XIIIe siècle, cet édifice a évolué au fil des époques et mêle différents styles architecturaux. Sylvie Giroux, la conservatrice de ce monument, n'en finit plus de se passionner pour les fabuleuses histoires qui se sont déroulées ici. Quel incroyable château! Et alors moi, il me fait un petit peu penser à Chambord. Oui, il est magistral. Ça vient du donjon Renaissance, ça vient de ces 2 tours incroyables en dôme. Et alors, il me semble qu'il a été choisi par un personnage très illustre. Oui, qui est Talleyrand, le ministre des Relations extérieures de Napoléon. Et c'est d'ailleurs Napoléon qui l'a incité à acheter ce domaine pour faire valoir la gloire de l'Empire. Alors il l'a évidemment acheté avec l'aide de l'Empire, parce que Talleyrand savait très bien faire payer autrui. Donc c'est un château qui lui appartient, il l'habitera pendant 30 ans. À Valençay sont reçus les plus hauts dignitaires et chefs d'État étrangers. Dans ces murs, c'est même parfois jouer le destin de l'Europe.
Alors Sylvie, pourquoi parlait-on de la réputation de prison dorée de Valençay? Parce qu'en effet, ça a été la prison dorée des princes espagnols pendant 5 ans. Parce que Napoléon a voulu mettre son frère Joseph sur le trône d'Espagne. Et pour ce faire, en 1808, il a organisé une entrevue à Bayonne et il a, on pourrait dire, kidnappé les princes et les a emmenés à Valençay. Et alors, Monsieur de Talleyrand recevait les princes d'Espagne en exil ici? Oui, tout à fait. Il se devait de les recevoir, évidemment, le mieux possible. Donc, on a construit un théâtre. On a construit un pavillon de chasse, ils étaient magnifiquement traités en cuisine, voilà. Et puis, il y avait toute la cour, donc une 50aine de personnes en réalité. Ah oui. Et alors, ma grand-mère me racontait que les chaises ici auraient été brodées par les dames de la cour. Oui, en effet, ça fait partie des souvenirs, tout comme on a aussi le portrait du prince d'Espagne, Ferdinand VII, parce que comme il était très heureux finalement des bons traitements qu'on avait eus pour lui, il a envoyé son portrait à Talleyrand à la suite. Sylvie nous guide dans la pièce la plus énigmatique du château, le bureau de Talleyrand. C'est dans ce lieu de l'intime que s'exprime toute l'ambiguïté de sa personnalité. Voici le meuble de l'apparat, du faste de l'Empire par excellence, avec tous les codes, l'aigle, les sphinges ailées, et puis derrière, c'est aussi un cabinet des secrets. Si j'appuie donc sur ces petites chouettes, on ouvre, et derrière, des tiroirs. Des tiroirs dans lesquels peuvent se loger des courriers confidentiels, diplomatiques, des billets. Et donc on représente ici tout ce que Talleyrand était pour l'Empire, c'est-à-dire on est dans l'ostentatoire, dans la représentation par excellence. Et alors à côté de ce meuble très luxueux, très doré, il y a un contraste fort avec ce mobilier complètement différent, il n'y a pas de dorure. Talleyrand, en effet, réserve toujours des surprises. Et donc, il a aussi ce côté de recueillement, on pourrait dire, de simplicité, de profondeur, puisqu'il était double, triple, multiple, Talleyrand. Et alors, ce fauteuil, moi, il me plaît beaucoup. Est-ce que j'ai le droit de l'essayer? Oui, c'est le dernier fauteuil du prince. Il est magnifique. Et puis alors, il a cette poche sur le côté pour ranger mes magazines de déco. Tout à fait moderne. Talleyrand, durant toutes ces années de gloire, a un complice inattendu. Marie-Antoine Carême, illustre cuisinier, qui a lui aussi contribué à sa manière à la politique étrangère française. Bernard Brossier est un chef, fin connaisseur des recettes de cette légende de la gastronomie française. Bonjour Bernard. Bonjour Dorothée. Nous voici dans la cuisine d'Antonin Carême. Oui, Antonin Carême, ce célèbre cuisinier qui est venu à Valençay véritablement pour faire la cuisine pour plein de chefs d'État, parce que au travers de la cuisine, la diplomatie se passait beaucoup mieux. Et est-ce qu'il a apporté quelque chose à la cuisine française? Absolument. Il est à l'origine de toute la cuisine qu'on connaît à l'heure actuelle. Les sauces, etc. Il a mis de l'ordre un petit peu dans tout ça. Et il est vraiment à l'origine de la cuisine moderne, oui. Dorothée va maintenant s'essayer à la cuisine de ce grand chef. Au menu, la célèbre recette du potage de quenelle de carpe, revisitée par Bernard. Donc maintenant, ça donne un consommé de poule noire du Berry, qui est un produit régional, aux quenelles de carpe de Brenne et champignons. Il y a la carpe de Brenne qui est un produit régional aussi. Bien sûr. Donc là, j'ai préparé un petit peu de mie de pain. On va additionner un peu de lait et puis chauffer doucement pour sécher cette mie de pain. Donc il faut y aller. Voilà, on va arrêter. Ensuite, l'élément clé de la recette, la carpe, est coupé et mixé. Le pays d'où je viens, qui est la Brenne, a quelques encablures de Valençay, où on produit de la carpe dans des étangs. Et donc voilà pourquoi la recette d'Antonin Carême m'a paru évidente à faire. Oui, d'ailleurs, la carpe, ça me rappelle les pêches d'étang, où on vide tous les étangs pour récupérer toutes les carpes, parce que c'est comme ça qu'on les pêche. Absolument. En Brenne. C'est une fête, tout le monde se retrouve et c'est l'occasion. C'est ça, c'est ça. Après, il va falloir rajouter un peu de beurre
Enfin, quand je dis un peu, et encore, j'ai diminué la quantité par rapport à ce qu'il y avait dans la recette d'origine, parce qu'ils étaient tellement gourmands, mais c'était quand même très gras. Et alors, je te laisse mettre le 4 épices, il faut mettre, allez, la moitié. La moitié du contenu, là? Oui, il faut que ce soit relevé. Ah oui. Je m'arrête quand tu dis stop. Allez, ça me paraît pas trop mal. Encore, un tout peu. Une fois la carpe assaisonnée, elle est mélangée à la mie de pain séché. Puis le tout est lié avec des œufs. Il n'y a plus qu'après à pocher les quenelles. J'essaye. Eh ben oui, il faut. Il y a un début à tout. Donc on en sert comme ça de façon à former la quenelle. Eh ben c'est super. Je vais peut-être vous embaucher. Les quenelles plongées dans un bouillon de volaille vont pouvoir absorber de nouveaux arômes. Ça commence à sentir drôlement bon, cette carpe. L'heure du dressage a sonné. Donc maintenant, un petit peu de bouillon dans le fond de notre assiette, quelques champignons. On va délicatement prendre nos quenelles. Et c'est fini, il n'y a plus qu'à déguster. J'ai hâte. Alors, qu'en pensez-vous? C'est délicieux. Prums, j'ai le droit de me resservir? Bah bien sûr. Le Berry est à l'image de ses habitants, généreux et attrayant. Ainsi s'achève notre voyage dans cette région dont les multiples facettes ne cesseront de vous enchanter. Autant de lieux qu'il faut absolument voir une fois dans votre vie.